Pour moi, l'essentiel, quelles que soient les difficultés, c'est d'avoir l'indépendance économique. Même si elles doivent le payer assez cher, et je sais qu'on leur fait payer très cher, puisque précisément on leur imposera en même temps d'avoir le soin de leur intérieur. Mais c'est la première condition pour avoir une indépendance intérieure aussi, et là je veux dire une indépendance morale, mentale, parce que sans ça elles sont obligées de penser sur la manière dont elles vivent, c'est-à-dire elles sont obligées d'avoir les idées de leur mari, de se soumettre aux caprices, aux désirs de leur mari, etc., etc. Elles sont obligées de rester avec leur mari, même quand elles ne tiennent plus à lui, ce qui est une situation vraiment qui n'est pas plus digne d'éloge que la prostitution proprement dite. Par conséquent, moi, ce que je conseillerais à toutes les femmes, c'est de travailler, d'obtenir les qualifications les plus hautes qu'elles peuvent et d'avoir le travail le plus intéressant possible, mais surtout un travail qui lui assure l'indépendance économique. Cette passivité, cette soumission, la femme le faisait souvent, elle le fait souvent payer à l'homme dans le secret du foyer, par des récriminations, par des scènes, enfin la fameuse scène conjugale, la fameuse scène de ménage, comme on appelle ça, c'est précisément un reflet de la situation imprimée de la femme. Alors peut-être qu'au contraire, des relations plus lucides, un peu plus difficiles, un peu plus exigeantes sur certains plans, permettraient d'échapper à cette chose affreuse qu'est la scène de ménage. Une vie, une œuvre, Simone de Beauvoir, pour une morale de la sincérité, une émission de Marion Thibat, réalisée par Jean-Claude Loiseau. La mort m'a épouvantée dès que j'ai compris que j'étais mortelle. Au temps où le monde était en paix et où le bonheur me paraissait sûr, je retrouvais souvent le vertige de mes 15 ans devant cette absence de tout qui serait mon absence à tout, pour toujours, à partir d'un certain jour. Cet anéantissement m'inspirait tant d'horreur que je n'admettais pas qu'on pût l'affronter de sang-froid. Dans ce qu'on appelle courage, je ne voyais qu'une aveugle légèreté. Le Dôme, la Coupole, le carrefour Vavin, à l'angle du boulevard Raspail à Paris, c'est là que Simone de Beauvoir est née en 1908. Et c'est là qu'elle est décédée en 1986. Rive gauche, elle a côtoyé tous les intellectuels et les artistes de son temps. Merleau-Ponty, Aron, Camus, Queneau, Léris, Giacometti, Picasso, Jean Genet, Boris Vian. Quelques femmes créateurs, surtout comédiennes, chanteuses. Pendant 50 ans, elle a formé une drôle d'association avec Jean-Paul Sartre. On a parlé de couple libre ou de compagnonnage, leur drôle de vie à deux, une vie anticonformiste, ils ne se sont jamais mariés, ils n'ont jamais eu d'enfants, ils n'ont jamais vécu ensemble. Cette drôle de vie a suscité la légende, d'autant que, par leur serment du carrousel, ils se sont jurés infidélité. Chacun resterait l'un pour l'autre l'amour nécessaire, ce qui n'excluait pas de part et d'autre les amours contingentes. Voilà pour l'image médiatisée. En réalité, Simone de Beauvoir était une travailleuse acharnée. En 1949, son essai sur la condition des femmes fit scandale. Depuis lors, elle eut le don d'exaspérer la critique, les hommes en particulier, et d'enthousiasmer ses lecteurs, en particulier les femmes. Claudine Monteil, là nous sommes sur la tombe de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre au cimetière Montparnasse. Il y a des petits mots sur la tombe? Oui, il y a très souvent des petits mots et très souvent en réalité des petits mots de femmes ou d'hommes de pays étrangers qui viennent se recueillir sur la tombe de Simone de Beauvoir et de Sartre lorsqu'ils passent à Paris.
Vous voulez qu'on regarde les mots qui sont écrits? Alors, je les prends tout de suite les uns après les autres. Il y en a un d'abord des États-Unis. Je suis venue, j'ai fait tout le trajet depuis les États-Unis pour vous voir. Simone, vous représentez tout pour moi. Vous avez changé toute ma vie. I love you. Je vous aime, Suzanne de New Jersey. Ensuite, vous avez... C'est sur une feuille d'une bibliothèque. Voilà, là, il y a une autre feuille qui visiblement a dû prendre la pluie. Mais alors là, je ne peux pas vous la lire parce que je crois que c'est du Droga Simone. Bon, donc c'est une langue slave. Mais la suite, je ne peux pas la traduire. Sinon, il y en a une anglaise ou américaine. Simone, merci. Love and admiration. Amour et admiration, GK. Une autre en français. Merci Simone. Grâce à toi, ma vie a changé. Tous les mots sont adressés à Simone de Beauvoir. Oui, pas c'est très Sartre. souvent comme ça, non. En fait, très rarement j'ai vu des mots à l'attention de Sartre. Et ce sont souvent des mots, vraiment des mots d'amour, des mots de grande affection. Et souvent, il y a beaucoup, beaucoup de fleurs. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de fleurs aujourd'hui. Il y a même, ce que l'on devrait dire, c'est des tickets de métro. Qui sont des petits mots, en fait, sont des messages. Qui sont en fait des petits mots. Alors bon, il se trouve que je parle russe et que c'est en russe. Pozdraviayu, ça veut dire je vous félicite. Svetlana, Kiev, Svetlana de Kiev. Et ça, c'est un mot, donc c'est une jeune femme, puisque Svetlana, c'est un prénom féminin. Alors là, par contre, je ne peux pas lire, je pense que c'est du tchèque. Nietzsche, Mediev, Claudia. Je pense que c'est du tchèque et c'est écrit parce que c'était tout ce qu'elle avait. En revanche, il y a juste en dessous de cette feuille, qui est une feuille d'un petit carnet, il y a marqué « Que de ravages tu as fait dans les jeunes esprits, sans regret, salope ». On va y remettre les petits messages qui ne s'envolent pas, là. Qui ne s'envolent pas. Est-ce que vous avez remarqué la même chose que moi sur la tombe? À savoir que l'inscription de Simone de Beauvoir n'est pas du tout aussi bien inscrite que celle de Jean-Paul Sartre. C'est-à-dire celle de Jean-Paul Sartre est avec des lettres noires bien intégrées dans la pierre, et celles de Simone de Beauvoir sont pratiquement effacées. Et on peut se demander... Alors que Simone de Beauvoir est morte après Sartre. Vous avez tout à fait raison. Simone de Beauvoir est morte plusieurs années après Sartre, 6 ans même après lui. On peut se demander, compte tenu des réactions vives qu'elle a toujours suscitées dans sa vie, s'il n'y a pas des personnes qui sont venues gratter la peinture qui orne son nom. Mais je crois qu'il y a un désir de l'effacer? Oui, je pense qu'il y a un désir de l'effacer. D'ailleurs, le 10e anniversaire de sa mort, très peu de personnes y ont fait allusion. Or, nous sommes l'année du 10e anniversaire de sa disparition. Dans toute mon existence, je n'ai rencontré personne qui fût aussi doué que moi pour le bonheur. Dès que je l'eus touché, il devint mon unique affaire. Si on m'avait proposé la gloire, et qu'elle dut être le seuil éclatant du bonheur, je l'aurais refusé. Il n'était pas seulement cette effervescence dans mon cœur, il me livrait, pensais-je, la vérité de mon existence et du monde. Cette vérité, j'exigeais plus passionnément que jamais de la posséder. Le moment était venu de confronter les choses en chair et en os avec les images, les fantasmes, les mots qui m'avaient servi à anticiper leur présence. Je n'aurais pas voulu commencer ce travail dans d'autres conditions que celles qui m'étaient données. Paris m'apparaissait comme le centre de la terre. Je débordais de santé. J'avais des loisirs à revendre et j'avais rencontré un compagnon de voyage qui marchait dans mes propres chemins d'un pas plus assuré que le mien. Je pouvais espérer, grâce à ces circonstances, faire de ma vie une expérience exemplaire où se reflèterait le monde tout entier. Françoise de Beaune, quelle était la femme, Simone de Beauvoir? La femme, sur quel plan? Son tempérament. On a beaucoup critiqué Simone de Beauvoir. Elle a été formidablement détestée, comme elle a été formidablement aussi adulée d'ailleurs. Ce qui revient à peu près au même, comme dit Mishima. La femme qu'elle était, je crois qu'elle l'a montré assez bien, et qu'on en découvre maintenant peut-être les coins d'ombre par les écrits posthumes et les témoignages.
elle a toujours caché quelque chose d'elle dans ce qu'elle écrivait, tout en semblant très transparente. Elle était au fond très boutonnée, si vous voulez. Je la vois comme une dame au col boutonné et avec des gants, mais avec des vêtements stricts, qui la moulent, qui ne trichent pas, mais quelque chose est caché. Et ce quelque chose caché, nous avons vu depuis sa mort apparaître quelques témoignages qui sont surprenants. Le fait, par exemple, qu'elle ait été homosexuelle et qu'elle ne l'ait jamais dit ouvertement, a pu poser problème. Je me suis posé la question et je crois que je me suis répondu que, bon Dieu, à la fin de sa vie, peut-être en effet avait-elle scrupule à ne pas vouloir créer des commentaires, pour ne pas dire des ragots, autour de la personne de Sylvie Lebon, sa fille adoptive. Ça, c'était en effet une circonstance atténuante. Mais qu'elle n'ait pas laissé d'écrit posthume où elle se soit révélée elle-même, tout au fond d'elle-même, ça, c'est la seule chose, je peux dire, pour laquelle je ferai un petit reproche à ces mannes que je continue à aimer, mais que je n'encense pas avec idolâtrie. Quoi d'autre sur elle? Quoi d'autre? Eh bien, le fait qu'elle était absolument extraordinaire de jeunesse jusqu'à un certain âge, que c'était étonnant de voir à quel point elle avait gardé avec cet équilibre entre son côté sportif et son intellect ultra développé, un équilibre des plus harmonieux qui rendait évidemment sa personne, son apparence, son abord très agréable. Ceci posé, vers les 75-76 ans, il y a eu un certain effondrement en elle. Quand je l'ai rencontrée la dernière fois que je l'ai vue, c'était environ quelques semaines avant sa fin, je ne me doutais pas du tout qu'elle pouvait être si mal, mais vraiment le déclin m'avait frappé. Cette fille qui marchait avec tellement de courage à travers les montagnes, qui autrefois portait un sac à dos en faisant 9 kilomètres après avoir passé une nuit blanche dans le train et sans être fatiguée, eh bien, elle ne pouvait pas faire 200 mètres sans être obligée de s'asseoir. Et ça, c'est une chose en effet qui m'a paru très très douloureuse. J'ai compris ce qu'il y avait pu y avoir en elle de désespoir de la fin de l'existence devant cette perte de ses facultés. Hélène de Beauvoir. Tu étais devenue pas du tout jolie, toi qui étais une ravissante petite fille, tu n'étais pas jolie à 14 ans, maman t'habillait mal en plus, et puis tu avais des tics, ce qui prouve qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Naturellement. Et puis papa était très brutal avec toi à ce moment-là. Je pense que la chose qui n'allait pas, c'était précisément la brutalité de papa, parce que... Il te disait toute la journée, comme tu es laide ma pauvre fille, comme tu es laide. Et pendant cette période-là, c'était toi qui étais de loin la préférée. Parce que toi, tu n'as pas eu vraiment d'âge ingrat, tu as eu cette chance de rester très mignonne et très jolie. Et puis, à ce moment-là, papa s'amusait à jouer à la comédie et tu jouais à la comédie avec lui. Ah oui, et tu aimais ça. Et moi, j'aurais pas osé, j'étais très embarrassée de mon corps. Et je me rappelle, par exemple, une fête chez des cousins où tu faisais la belle de la nuit, c'était toi la meneuse de jeu, alors tu avais tes cheveux très beaux qui étaient comme ça sur tes épaules et tu avais une grande robe de tulle constellée d'étoiles, je ne sais quoi. Et moi, je faisais une espagnole et je traversais la Seine en chantant parce qu'il venait vers nous une belle personne qui se pousse du col. Et j'étais rouge comme une tomate, en sueur, malheureuse comme les pierres. J'avais vraiment tout abandonné et je me suis livrée uniquement, vers ces années-là, je me suis livrée uniquement à mes études et à la lecture. Oui, je travaillais beaucoup. Le soir, la nuit, tu n'arrêtais pas, tu n'avais vraiment jamais de distraction. Claudine Monteil, vous venez souvent ici vous recueillir sur la tombe de Simone de Beauvoir? Je viens de temps en temps, effectivement. D'abord, j'habite le quartier. Et donc, c'est pour moi devenu de temps une promenade quand j'ai envie je dirais pas uniquement de me recueillir, mais de me ressourcer, de retrouver de l'énergie. Parce que c'est une période de ma vie où nous avions énormément d'énergie. Il a fallu de l'énergie pour faire bouger les lois en France et surtout les mentalités. Et au fond, quand j'ai moins d'énergie, je reviens ici. Et je m'assieds sur ce banc où nous sommes aujourd'hui. En plein quartier Montparnasse. En plein quartier Montparnasse. Et comme vous le savez, très exactement, entre l'immeuble de Simone de Beauvoir et celui de Jean-Paul Sartre. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'un et l'autre ont traversé la rue pour se retrouver. Et je dirais que la première habitation qu'ils ont eue ensemble de leur vie, c'est leur tombe. Car ils n'ont jamais partagé d'appartement. Donc c'est la première fois qu'ils partagent vraiment quelque chose. Je parle en termes d'habitation, c'est ce cimetière Montparnasse.
Et l'on pouvait voir toutes les tombes du cimetière en haut de l'appartement de Jean-Paul Sartre. Par contre, on les devinait simplement de chez Simone de Beauvoir, puisqu'elle habitait dans un studio de peintre qui était situé au rez-de-chaussée, qui était très lumineux, avec des grandes tentures mexicaines. C'était très beau, très chaleureux, des centaines de poupées du monde entier. Et il y avait véritablement de quoi faire un musée ethnographique. Elle n'avait pas d'enfants, mais elle avait des poupées. Voilà, exactement. Et puis elle considérait les femmes du mouvement des femmes comme ses filles. Et par ailleurs, elle a adopté donc Sylvie Lebon, qui était sa meilleure amie, sa confidente, sa compagne. Qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous, Simone de Beauvoir? Vous l'avez rencontrée, vous étiez toute jeune. Vous êtes née, vous avez l'âge du deuxième sexe. Oui, j'ai l'âge du deuxième sexe, c'est très exact. Donc je sais exactement quel âge a le deuxième sexe, puisque ma mère était enceinte de moi lorsqu'elle a lu le deuxième sexe et elle a trouvé là l'énergie pour accomplir sa carrière de chercheur scientifique et de chimiste. Pour moi, Simone de Beauvoir, c'est comme si elle était presque à la fois une mère spirituelle et une grand-mère, puisqu'au fond, ma mère a vu sa vie changer et a trouvé précisément l'énergie pour se battre après avoir lu le deuxième sexe. J'ai toujours vécu, en quelque sorte, dans l'esprit de Simone de Beauvoir. J'avais 20 ans, elle en avait 62, la première fois que je l'ai rencontrée en 1970. Et tout de suite, elle m'a demandé mon avis sur un certain nombre de sujets, alors que je venais comme une petite étudiante admirative devant un grand penseur. C'était une réunion de féministes? Oui, c'était une réunion de féministes. C'était les réunions que nous avions tous les dimanches à 17h. Et ce sont au cours de ces réunions que se sont effectuées toutes les discussions pour les actions que le mouvement des femmes effectuait. C'était des discussions, je dois le dire tout de suite, extrêmement drôles et vivantes, parce que Simone de Beauvoir a beaucoup d'humour, et si vous n'en aviez pas, vous ne l'intéressiez pas. Il y avait entre autres Delphine Seyrig. Oui, il y avait Delphine Seyrig qui a été la plus fidèle des fidèles dans le mouvement des femmes depuis sa création en 1970 et je dirais jusqu'à sa mort. Et Delphine Seyrig était aussi une femme d'une extrême délicatesse et d'une extrême simplicité et avec laquelle nous nous sentions de plein pied. Mais ça va plus loin que ça. On peut remettre en question ce qu'on appelle l'instinct maternel, qui est le seul instinct véritablement dans cette société qu'on continue à trouver merveilleux, parce que les autres instincts, on n'en parle même plus. Et il reste un instinct qu'on met en avant constamment, c'est l'instinct maternel. Et ça, toutes les femmes, qu'elles soient du mouvement, qu'elles ignorent le mouvement ou qu'elles le connaissent, peuvent se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que leur instinct maternel, à partir de quel moment est-ce qu'il a commencé. Est-ce que c'est pas à partir du moment où on leur a donné de la layette rose, on leur a donné ensuite, quelques années plus tard, des poupées. Quelques années plus tard, on les a mises dans des écoles séparées des garçons en leur disant qu'il fallait pas qu'elles se mélangent aux garçons. Puis plus tard, on leur a dit qu'au contraire, il fallait qu'elles se marient à toute vitesse parce que passé un certain âge, on ne pouvait plus se marier parce que les enfants, il y a un âge pour les faire et il y a un âge pour ne pas les faire. Enfin, qu'est-ce que c'est que cet instinct maternel dont on nous rabat les oreilles et qui est le seul instinct qu'on met en avant? Car les autres, on essaye au contraire, parce que nous sommes des hommes et pas des bêtes. Quand je dis des hommes, j'embrasse les femmes. On nous met en avant une chose qui, pour tout homme, n'est plus mise en avant, qui est un instinct. Un instinct auquel, je crois, pour la plupart, nous ne croyons pas. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un autre. En tant qu'il existe pour soi, l'enfant ne saurait se saisir comme sexuellement différencié. Chez les filles et les garçons, le corps est d'abord le rayonnement d'une subjectivité, l'instrument qui effectue la compréhension du monde. C'est à travers les yeux, les mains, non par les parties sexuelles, qu'ils appréhendent l'univers. Jusqu'à 12 ans, la fillette est aussi robuste que ses frères. Elle manifeste les mêmes capacités intellectuelles. Il n'y a aucun domaine où il lui soit interdit de rivaliser avec eux. Si, bien avant la puberté, et parfois même dès sa toute petite enfance, elle nous apparaît comme déjà sexuellement spécifiée, ce n'est pas que de mystérieux instincts immédiatement la vouent à la passivité, à la coquetterie, à la maternité. C'est que l'intervention d'autrui dans la vie de l'enfant est presque originelle et que dès ses premières années, sa vocation lui est impérieusement insufflée.
Josiane Serre, vous vous souvenez de la première fois que vous avez lu Le deuxième sexe? Oui, tout à fait. J'ai fait 2 ans de second degré comme professeur et j'étais professeur au lycée d'Orléans. Je lisais le deuxième sexe dans le train, en allant ou en revenant d'Orléans. C'était en quelle année? En 49-50. Quelle impression ce livre vous a fait? Réfléchir sur un bon nombre de choses dont j'avais vaguement entendu parler, mais pas tellement. Bon, elle raconte beaucoup de choses sur le mariage. J'étais déjà mariée, ça m'a pas tellement frappé, je dirais. Inversement, des choses sur l'avortement. Bon, j'avais bien entendu 1 ou 2 drames autour de moi, mais on avortait. Enfin, dans le milieu d'où je venais, on n'avortait pas entre guillemets. Donc, les jeunes femmes qui avaient un problème de ce côté-là, où elles allaient. Elle se retirait dans une maison pendant quelques mois, elle fabriquait l'enfant et je crois bien qu'on leur retirait après. Enfin, j'ai connu 2 ou 3 histoires qui avaient dû se dérouler comme ça, mais on ne m'en avait pas parlé en détail, vous voyez. Donc ça m'a été très utile. Je me rappelle aussi que j'ai trouvé très intéressant, parce que alors ça, je n'avais jamais réfléchi dessus, les pages sur le suicide. Parce que je ne me rendais pas du tout compte que les filles, les jeunes femmes, avaient tendance à faire plus de tentatives de suicide que les hommes, et qu'inversement, les hommes réussissaient, eux, leur suicide. Je crois qu'actuellement, la proportion est de 9/10. Enfin, il y a 9 fois plus de tentatives masculines, enfin, de suicides réalisés chez les jeunes garçons que chez les femmes. Et je dois dire que j'ai eu professionnellement à m'en occuper de ce problème-là. Car à la direction de l'école, j'ai rencontré des cas de tentatives de suicide. Heureusement, je n'ai eu qu'un suicide réussi, entre guillemets. Vous avez été choquée par l'aspect descriptif, par exemple, de la sexualité? Je vais vous dire, j'étais entrée à Ulm par un groupe où j'avais, je ne me rappelle plus exactement, mais 5 à 6 heures de biologie par semaine. Alors qu'on me parle des gamètes, des trucs comme ça, etc. Rien. Je dois vous avouer que... Vous ne demandiez pas vous parler de la jouissance clitoridienne et de la jouissance vaginale. Non, mais je vous rappelle que j'étais déjà mariée. Donc, j'avais déjà entendu parler de ça. Je crois même, mais je n'ai pas pu retrouver, que j'avais dû déjà lire le rapport Kinsey. Parce que ce livre, quand même, Le deuxième sexe, a fait scandale à l'époque. C'est vrai. Je me rappelle, alors, c'était en octobre 50, je suis entrée dans un laboratoire de recherche pour commencer à travailler en recherche, et le sous-directeur du laboratoire, le directeur ne m'aurait jamais parlé de ce genre de sujet. Le sous-directeur m'a dit « Ah, vous savez, Simone de Beauvoir, elle corrige ses copies au rouge à lèvres dans les cafés. » Et là-dessus, j'ai eu droit à toute une tirade contre le deuxième sexe. Je revois mon petit bonhomme me racontant ça. C'est pour dire, vous êtes effectivement... Mais à part cette sortie qui me revient dans le milieu que je fréquentais, non, franchement. C'était tout de même la grande époque des temps modernes, de Sartre. Enfin, on parlait beaucoup de Sartre à Ulm. On n'en parlait pas de façon désagréable. Il y a des sociologues américains qui enseignent aujourd'hui avec sérieux la théorie des low class gains, c'est-à-dire des bénéfices des castes inférieures. En France aussi, on a souvent proclamé, quoique de manière moins scientifique, que les ouvriers avaient bien de la chance de n'être pas obligés de représenter, et davantage encore les clochards qui peuvent se vêtir de haillons et se coucher sur les trottoirs, plaisirs interdits au comte de Beaumont et à ces pauvres messieurs de Vendel. Tels les pouilleux insouciants qui grattent allègrement leur vermine, tels les joyeux nègres riant sous les coups de chicotte, et ces gais arabes du Sousse qui enterrent leurs enfants morts de faim avec le sourire aux lèvres, la femme jouit de cet incomparable privilège, l'irresponsabilité. Sans peine, sans charge, sans souci, elle a manifestement la meilleure part. Ce qui est troublant, c'est que, par une perversité entêtée, liée sans doute au péché originel, à travers siècles et pays, les gens qui ont la meilleure part crient toujours à leur bienfaiteur « C'est trop,
je me contenterai de la vôtre. Mais les capitalistes magnifiques, les généreux colons, les mâles superbes sans tête, gardez la meilleure part, gardez-la. Elisabeth Badinter, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après deuxième sexe? C'est absolument incontestable qu'il y a eu un avant et un après pour les femmes. D'ailleurs, partout dans le monde entier, où il y a, je dirais, des universités, des Women's Studies, partout, au Japon comme aux USA, comme dans les pays nordiques, c'est la mère. C'est-à-dire que le deuxième sexe est le texte fondateur du féminisme du XXe siècle. Et Simone de Beauvoir, tant par le deuxième sexe que par son rôle personnel, la façon, sa vie qui est une sorte de modèle qu'on peut critiquer, mais qui en est un, est une date dans l'histoire des femmes fondatrice. Et je dois vous dire, c'est un souvenir personnel, c'est que moi, j'ai découvert ce livre dans le bus qui m'amenait de chez moi à l'école et qui était un long parcours. Et j'ai souvenir, j'avais 15 ou 16 ans, j'avais souvenir d'une ivresse en la lisant. Je vous assure, une sorte de bonheur. Et plus je lisais, et plus je me disais, mais voilà, cette femme m'apporte sur un plateau la possibilité d'être une personne conquérante, une femme de pouvoir, si je le veux, ou n'importe quoi. Mais tout était possible. Et je dois dire que aucun livre, à ma connaissance, du féminisme, de l'histoire du féminisme, n'ont eu cet impact-là. Quelles sont les idées nouvelles de ce livre? Est-ce que vous vous souvenez que ça a ouvert des perspectives? La première idée nouvelle, et qui est devenue comme un slogan du féminisme beauvoirien, c'est « on ne naît pas femme, on le devient », sous-entendu. La féminité, les rôles traditionnels de la féminité, c'est l'effet d'une construction, d'une culture et pas du tout d'une nature. Ce qui veut dire en creux, mesdames, si vous voulez vous imposer dans le politique, l'économique, la création, la vie intellectuelle, allez-y. Rien dans votre nature ne peut empêcher ça. J'ajoute, alors c'est une idée qu'on peut tout à fait critiquer, moi pour ma part je la critique, mais peu importe, à l'époque, le fait de dire il n'y a pas d'instinct maternel, et si vous voulez, à chaque fois d'annuler tous les vieux slogans féminins a été d'une impression extraordinaire. On peut être une femme absolument complète et pas une demi-portion de femme, sans être mariée, sans avoir une maison, elle vit à l'hôtel, elle n'est pas mariée, sans être mère, et vous n'en serez pas moins une femme pour autant. C'était une façon, si vous voulez, d'ouvrir la cage, enfin. Et alors, cette idée qui m'est chère, puisque j'ai beaucoup travaillé dessus, il n'y a pas d'instinct maternel, est une idée qui est tombée un peu à plat. Je ne pense pas que ce soit une idée de Beauvoir qui a fait le plus d'impression, parce que Beauvoir, n'ayant pas d'enfant, d'une certaine façon, son propos n'était pas reçu. Et pourtant, c'était une idée révolutionnaire, dire il n'y a pas d'instinct maternel et tout ça se construit. Bon, moi, je pense que cette troisième idée qui est dans le deuxième sexe, de Beauvoir, qui consiste à dire il n'y a pas de nature féminine, est une idée fausse. Je pense pour ma part. Mais voilà, il faut, pour comprendre le deuxième sexe et ne pas la critiquer à mauvais escient, je pense qu'il faut se rappeler que après la guerre et jusque dans les années 80, je dirais, la problématique intellectuelle dominante était une problématique sociale, voire même marxiste, même si on n'était pas marxiste. Et que par conséquent, tout le problème, c'était se libérer de rôles obligés, d'une oppression sociale ou d'une oppression, je dirais presque familiale. Et donc, la féminité à cette époque était bien effectivement un facteur d'oppression des femmes. Et c'est dans cette optique qu'il faut, si vous voulez, la comprendre. Il faut savoir qu'à l'époque, la problématique identitaire, qu'est-ce que c'est qu'une femme ou qu'est-ce que c'est qu'un homme, n'avait pas cours. Personne ne posait cette question. Donc, pendant 20 ans, il y a eu l'idée que féminité égale oppression des femmes et, à la limite, si je schématise un peu,
construction masculine pour opprimer les femmes. Je pense que c'est une erreur. Mais ça a été une idée qui a certainement été très positive pour l'époque, parce que ça a aidé les femmes à sortir de ces rôles obligés. Vous vous souvenez du droit de vote ? Ah, j'ai voté la première fois en 1945, tout à fait. C'était un peu utopique. Je me rappelle qu'on a essayé de faire voter la concierge de l'internat et qu'elle s'est emmêlée. Mais enfin, je suis allée voter, oui, tout à fait. C'était la première fois, absolument. C'est très important. Ah oui, et je m'étais pas rendu compte à l'époque que la France était tellement en retard. Que la femme n'avait pas le droit de voter en France. Oui. Mais je me rappelle que moi, ce qui m'agaçait un peu, c'est qu'on n'avait pas le droit, ou je ne sais plus très bien la règle, pour les comptes en banque. Ça, je trouvais que tout de même, attendez, on avait un salaire, je ne voyais pas pourquoi. Et il fallait un peu donner des explications sur le salaire. Enfin, c'est des choses que je me rappelle bien, oui. Le droit de vote, tout à fait. « 1978, extrait des Nuits magnétiques, Paula Jacques avec Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. » Et puis, alors, je me pose la question maintenant, rétrospectivement, comment en 1949, donc au lendemain de la guerre, vous vient cette conscience féministe ? En fait, ce n'était pas exactement une conscience féministe, c'est que j'ai voulu parler de moi. Je pensais à ce moment-là faire un livre sur moi pour m'expliquer un peu, savoir qui j'étais, etc. Et je me suis avisée que pour parler de moi, il fallait d'abord que j'explique ce que c'était que d'être une femme. Parce que malgré tout, j'avais toujours vécu assez en égalité avec les hommes, puisque intellectuellement, mes études avaient très bien marché, que les hommes m'avaient traité vraiment, enfin en tout cas ceux que j'estimais, tout à fait sur un plan d'égalité. Et tout de même, je me suis dit que ce n'était pas la même chose d'avoir été élevée en fille ou d'avoir été élevée en garçon. Alors ça m'a amené à étudier un peu le monde tel qu'il est décrit, le monde féminin tel qu'il est décrit par les hommes. C'est-à-dire c'est pour ça que j'ai commencé par les mythes. Alors ça m'a intéressé de voir qu'est-ce que c'était que la femme dans les mythes des hommes. Et puis j'ai pensé que les mythes, il fallait passer des mythes aux raisons qu'il y avait sous ces mythes. Et étudier alors c'est pour ça que l'ouvrage a pris de l'ampleur, la physiologie de la femme et puis son histoire. Et puis de là, je suis passée alors ensuite à des situations concrètes. Vous voulez dire que votre conscience s'est formée finalement en avançant dans votre travail ? C'est pas exactement ça, mais c'est qu'en effet, du moment où j'ai commencé à travailler, ou c'est un petit peu tout de même ce que vous dites, du moment où j'ai commencé à travailler, j'ai regardé les autres femmes autour de moi, et je me suis aperçue que finalement, ma situation était très exceptionnelle et que j'avais beaucoup de chance. C'est d'ailleurs ça qui me permettait d'écrire ce livre, avec à la fois beaucoup de sérénité, avec beaucoup de détachement, comme si je n'étais ni homme ni femme en quelque sorte, puisque je n'avais jamais souffert vraiment de la condition féminine. Non, mais ce qui est curieux, simplement, c'est que vous avez commencé comme une femme non féministe, une femme de ce point de vue quelconque, qui veut savoir ce que c'est d'être femme. Et en écrivant le livre, vous êtes devenue féministe, vous avez vu vos ennemis, vous les avez attaqués, et vous avez bien précisé ce qu'était qu'être femme. Oui, mais c'est la valeur du livre. Je suis restée sur un plan théorique. Et maintenant, aux yeux des militantes, ces livres peuvent avoir une certaine valeur parce qu'elles n'ont pas tellement de théoriciennes. Mais moi-même, je suis restée simplement sur le plan théorique. Et je n'ai pas fait un engagement féministe comme je l'ai fait ces dernières années. Ben, c'est normal. Oui, c'est normal. D'abord, il n'y avait pas de mouvement féministe à ce moment-là. Oui. Et puis, vous êtes devenu en écrivant le livre. C'est la meilleure manière. Je suis devenue surtout après que le livre ait existé pour d'autres femmes. Françoise Daubonne. Il est difficile à la fin du XXe siècle, même avec la montée des idées réactionnaires auxquelles nous assistons tous les jours et la mise en place de l'ordre moral, il est difficile d'imaginer, surtout pour la jeunesse, ce qu'a pu être scandaleux le thème du deuxième sexe, et précisément ce deuxième tome dont vous me parlez. Ça a été une telle levée de bouclier, j'ai l'impression que il y en avait qui auraient bien voulu qu'existent encore les ordalies et qui auraient volontiers mené Beauvoir au champ où l'on appliquait le test de la sorcellerie pour brûler, pour noyer, pour jeter à l'eau, etc., comme dans le passé, les êtres, et surtout les femmes, coupables de blasphème. La réaction a complètement déconcerté Beauvoir, qui s'imaginait naïvement
que depuis la psychanalyse et depuis la vulgarisation de la culture psychanalytique, on ne se choquerait plus de rien en France. Eh bien, comme lui a dit Claudine Jonez, qui avait lu sur épreuve son œuvre, vous en avez du courage, vous allez voir ce qui va vous arriver. Elle ne s'en doutait pas. Et en effet, cette levée de bouclier l'a complètement déconcertée. On aurait dit que les gens étaient en train de hurler parce qu'on avait mis le doigt sur une blessure intime. Comme je l'ai écrit dans mon bouquin sur elle, cette réaction a vraiment fait apparaître que cette société était malade et qu'elle était malade du sexe. Les réactions de la critique n'étaient pas des réactions rationnelles, c'était des réactions maladives, quelquefois enveloppées dans une certaine... dans un certain rationalisme, des références à des options ou à des opinions morales ou religieuses, etc. Mais tout de suite, on sentait la névrose. De penser que Mauriac a pu écrire au temps moderne « Maintenant, je sais tout sur le vagin de votre patronne » de la part d'un vieil écrivain célèbre, et je ne dis même pas catholique, mais étant une espèce de père la censure qui distribuait des satisfecit, des condamnations, comme on le connaît, il n'a jamais eu un tel déchaînement, sauf peut-être contre Genet, ce qui semble plus compréhensible contre Genet. Mais contre Beauvoir, c'était la réaction totalement maladive de quelqu'un qui se sent menacé dans son être intime et dans ses secrets personnels. Les André Wormser, les André Rousseau, André Wormser, il n'en a même pas parlé, André Wormser, dans les lettres françaises, disant qu'il lisait certaines choses qui ne manquaient pas parfois de qualité, qui pouvaient faire réfléchir. Il y avait en effet des critiques de la société sur le plan social et historique qui s'accordaient très bien avec celle d'un marxiste dans le deuxième sexe. Alors, il disait en passant que, bon, il avait lisé certaines choses qui, en effet, ne manquaient pas de qualité, mais qui n'en parleraient pas, parce que je ne parle pas des livres obscènes, disait-il, et je ne nomme personne, que ceux qui se sentent concernés comprennent. Voilà ce qui était écrit dans le feuilleton littéraire des lettres françaises. Moi, je me balance des graphées de col blanc de vos consciences. Moi, je m'en balance. Mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Moi, je m'en balance au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je m'en balance. Chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite. C'est moi qui vous quitte. Sortez de la danse. Vous vous souvenez de ce passage dans le deuxième sexe? Je pense qu'il a dû faire scandale à l'époque, quand elle parle de la sexualité. Le clitoris, le vagin, Austin infantil, c'est le premier qui est le centre de l'érotisme féminin. J'imagine que ça devait être peu courant de lire ça à cette époque-là. Vous savez que Camus et Gide, je ne sais pas, ont eu des mots extrêmement blessants pour elle, parce que sur cette façon de parler si clairement du sexe féminin. Vous en souvenez de ce texte? Écoutez, non, je ne le connais pas par cœur, les textes de Beauvoir, mais j'ai souvenir, en tous les cas, dans une lecture qui n'est de l'époque et plusieurs lectures qui ont successives jusqu'à une lecture récente, que certains textes de Beauvoir sur le sexe des femmes m'a donné le sentiment qu'elle n'aimait pas le sexe féminin. Elisabeth Badinter. Quelque part, il y a une sorte de dégoût. Et qu'elle était une admiratrice du sexe masculin, une admiratrice qu'elle avait plus de respect pour le phallus que pour un sexe féminin. Et je dois dire qu'elle parle quelquefois à propos des règles, à propos des sécrétions féminines, à propos de la maternité, elle parle d'une façon presque misogyne du sexe féminin. Et c'est pour moi une grande source de réflexion, parce que tout le monde sait que Beauvoir a eu des relations tantôt avec des hommes, des femmes. Donc elle a, je ne sais pas comment, est-ce qu'elle a eu un contact, je dirais, très étroit avec ce sexe-là, que dans ce texte, me semble-t-il, elle traite avec un peu de condescendance. Sur le fond, quand vous dites que vous auriez des critiques vraiment à faire donc aux idées de Simone de Beauvoir, pour les résumer,
Ben, la première, c'est qu'elle elle est complètement passée à côté de ce qui est pour moi l'essentiel de la nature humaine, c'est-à-dire une structure pour nous tous de bisexualité psychique. L'être humain est à la fois mâle et femelle. Et ça, comme elle a complètement liquidé le concept de féminité en le renvoyant du côté des constructions presque politiques, et elle s'est complètement trompée. Elle a jeté le bébé avec l'eau du bain en pensant qu'il n'y avait pas de féminité. Les hommes aussi sont féminins. Et elle est complètement passée à côté de ce que c'est que la féminité. Alors, je ne vais pas, moi, faire le reproche à Beauvoir de ne pas savoir ce que c'est que la maternité. Mais quand on sait ce que c'est que la maternité, par exemple, on sait que toute femme, quelle qu'elle soit, et ça ne relève pas du tout du concept d'instinct, mais quand elle veut un enfant, quand elle a décidé d'avoir un enfant, ce que toute femme forcément ne veut pas, au moment où cet enfant va venir, où cet enfant se construit, on sent très bien que chacune d'entre nous mobilise ce qu'il a de féminité. Quand on a un petit bébé qui arrive, on mobilise ce qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on en a beaucoup, on en a plus ou moins selon sa propre expérience, mais c'est comme ça. Et si un homme prend un bébé dans ses bras, le père, et qu'il aime ce bébé, lui aussi mobilise tout ce qu'il a de féminité, mais féminité qui n'appartient pas du tout en propre aux femmes. Vous savez, je l'ai vue une fois dans ma vie. On a fait une émission ensemble, une émission de télévision sur elle. Et donc, elle voulait qu'on parle ensemble de l'instinct maternel, ou plutôt de sa non-existence. Et j'ai profité de cette heure passée face à face pour lui dire, écoutez, vraiment, est-ce que jamais, même dans vos rêves, vous n'avez pas une fois eu le désir de porter un enfant? Rien que pour connaître l'expérience, qui est une expérience immense dès lors qu'elle est choisie. Et elle s'est un peu raidie comme ça. Elle m'a dit non, très sèchement. Et j'en ai pas cru un mot. Alors, il y a encore quelque chose que je lui reproche, c'est que finalement, Simone de Beauvoir avait adhéré sans discuter au postulat de l'anthropologie structurale et de Lévi-Strauss, qui consiste à dire le patriarcat est l'essence même de la société, et elle ne l'a pas du tout remis en question. Elle a pris comme acquis que le patriarcat était quasiment naturel. Et je suis très, très critique à l'idée de cette adoption d'un système d'oppression qui, à mes yeux, pouvait grandement être discuté. Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre, l'un et l'autre. Vous êtes sensible à l'autre aspect de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire à l'aspect un peu sombre de cette personnalité qui a été prise d'angoisse, qui a eu des crises de larmes, qui a été travaillée par l'angoisse de la vieillesse, par la mort. Mais comment? Ça, c'est le deuxième aspect. Je ne voudrais pas qu'on pense que je ne reconnais à Simone de Beauvoir que le deuxième sexe parce que je suis féministe, etc. Beaucoup d'autres choses m'ont intéressée. Et je pense que ces textes sur la jalousie féminine, ces nouvelles, romans nouvelles, sont toujours très beaux. Le texte sur la vieillesse, le texte sur la mort de sa mère, ce texte que je ne peux pas m'empêcher de trouver choquant sur la fin de Sartre, la cérémonie des adieux. Choquant, mais en même temps courageux, quoi. Tout ça fait l'œuvre de Beauvoir. Elle n'est pas seulement la dame du deuxième sexe, elle est aussi une femme qui a essayé avec je trouve, avec un acharnement remarquable d'aller jusqu'au bout d'une tentative de vérité. Je vais essayer de dire la vérité. Même si elle me met dans une situation qui n'est pas glorieuse, comme ces textes sur la jalousie. Bon, j'ai passionnément aimé cette quête philosophique d'authenticité, de vérité et de liberté. Le tout fait un personnage, un modèle d'être humain absolument remarquable. Et même si ça n'a pas été un chemin de rose, sa vie, ça reste un modèle.
Ils vivent chacun à sa manière l'étrange équivoque de l'existence faite corps. Dans ces combats où ils croient s'affronter l'un l'autre, c'est contre soi que chacun lutte, projetant en son partenaire cette part de lui-même qu'il répudie. Au lieu de vivre l'ambiguïté de sa condition, chacun s'efforce d'en faire supporter par l'autre l'abjection et de s'en réserver l'honneur. Dans les deux sexes se joue le même drame de la chair et de l'esprit, de la finitude et de la transcendance. Les deux sont rongés par le temps, guettés par la mort. Ils ont un même essentiel besoin de l'autre, et ils peuvent tirer de leur liberté la même gloire. S'ils savaient la goûter, ils ne seraient plus tentés de se disputer de fallacieux privilèges, et la fraternité pourrait alors naître entre eux. Marc Sautet, auteur de Les femmes de leur émancipation, spécialiste de Nietzsche. Le fondement, c'est quoi? C'est que il se pourrait que la démocratie et la revendication d'égalité des droits, donc, quand les femmes revendiquent l'égalité des droits, dit Nietzsche, elles ne font que conforter l'idée que tous les hommes sont égaux, hommes et femmes, aristocrates, plébéiens. Et c'est pour ça, au fond, sur le plan de la réflexion, alors on va dire philosophique en tout cas, qu'il s'y oppose. Mais c'est pas à l'égalité des sexes qu'il s'oppose, à vrai dire, c'est à l'égalité des êtres humains. Donc le clivage n'est pas entre les sexes, fondamentalement entre les sexes, pas du tout. Il est entre les meilleurs et entre la masse. Il y a d'un côté certains êtres humains qui sont nettement supérieurs aux autres, qui, dans l'histoire, de temps à autre, ont le pouvoir, et c'est très bien comme ça, et puis qui, évidemment, très souvent le perdent parce qu'ils sont minoritaires, et que la plèbe n'admet pas cette subordination. L'émancipation de la femme, à ses yeux, va dans ce sens. Nous sommes dans une période démocratique, après la Révolution française, et Nietzsche dit, voilà, c'est un élément de plus pour l'émancipation de la plèbe. Et vous remarquerez que, précisément, cette émancipation de la plèbe n'est pas faite. Et c'est ça qui m'intéresse dans la démarche de Nietzsche. Il y a Corella. Nous sommes au milieu du XIXe siècle. Il y a encore, lui, dans la mouvance et dans les séquelles, dans les secousses de la Révolution française, de la Commune de Paris. L'émancipation du démos, pour parler grec, est très loin d'être accomplie. La classe ouvrière revendique le pouvoir, elle revendique l'égalité pour de bon et pas seulement formelle. Il est évident que les disparités de richesse et de conditions sont colossales, que la plupart des êtres humains sont dans la misère, ils veulent l'égalité, ils disent que la Révolution française ne doit pas être un leurre, une promesse en vain, et dans ce sillage-là, les femmes s'inscrivent comme un plus. Et Nietzsche s'y oppose, mais justement parce qu'il s'oppose au reste, et qu'il ne veut pas que les femmes servent de force d'appoint à l'émancipation de l'ensemble des êtres humains. Ça, c'est redoutable, et c'est épouvantable, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a peut-être raté quelque chose dans le féminisme, dans le camp féministe. On s'est peut-être heurté trop de front à l'autre sexe au lieu de se heurter au véritable adversaire. Il n'est pas sûr, et c'est ça qui m'intéresse en Nietzsche, il n'est pas sûr que le véritable obstacle soit l'homme à l'émancipation de la femme. Il se pourrait que les êtres humains dans leur majorité aient le même ennemi. Et cet ennemi, étonnamment, je trouve, Nietzsche le désigne. Alors il le désigne, je dirais par l'absurde, mais il le désigne. Nietzsche a horreur de ceux qui brillent sans le mériter. Et ceux qui brillent sans le mériter, c'est l'or. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui devrait donner à penser? Est-ce que quand elles s'émancipent, au fond, les femmes ne font pas la même chose que les hommes? Elles deviennent quoi? Des membres de la classe qui s'en tire, de la classe dominante, et donc de la bourgeoisie, grosso modo. Et puis pour le reste, tant pis. Hein. Est-ce que Nietzsche ne nous donne pas à penser qu'au fond, il y a un leurre à vouloir que les femmes s'émancipent sans émanciper ou sans s'émanciper avec l'ensemble des êtres humains du véritable pouvoir qu'elle raterait à mes yeux, en tout cas, du coup, qui est l'argent. Mets le thune dans le bastring, histoire d'ouvrir le bal. Pose ton cafard sur le zinc, t'auras du bonheur pour tes 10 balles. S'il y a du baratin, colle-toi près du machin, car il faut bien que t'entendes pour te détendre.
T'occupe pas du ménage, du moment que ça te remue, laisse tourner l'engrenage, et si tu veux vraiment que ça continue, mets-le une dans le bastringue, et si t'es pas sourdingue, t'auras du carnaval pour tes 10 balles. Simone de Beauvoir, dans cette perspective, qu'est-ce qu'elle a apporté à votre avis? Ben peut-être ça. Elle avait une formation de philosophe, Simone de Beauvoir. On peut dire, et puis une des plus brillantes. Elle est dans la tradition, dans le sillage des intellectuels russes, je dirais, souvent juifs d'ailleurs, du début du siècle, et qui n'ont que faire des préjugés, des castes, des tabous. Elle l'a prouvé dans sa vie personnelle, elle l'a prouvé en faisant avec Sartre une étrange union libre, en l'occurrence, sans souci des qu'en-dira-t-on et de la morale bourgeoise, et ça c'est déjà énorme. Mais peut-être que ce qui est plus énorme, c'est qu'elle est accompagnée dans son engagement contre précisément la domination de l'argent. Alors, il y a, je crois, une extraordinaire hésitation, des deux côtés d'ailleurs, aussi bien de Sartre que de Beauvoir. Est-ce qu'il faut s'engager alors qu'on n'est pas sûr de la bonne cause? Est-ce que c'est vraiment une bonne cause? Sur le plan théorique, c'est pas fondé. Il y a un risque colossal. En revanche, sur le plan moral, ça a l'air de l'être. L'égalité des êtres humains entre eux, et donc l'abolition de toutes les différences de classe et de sexe. Et ça, Beauvoir l'apporte. Il faut y aller. Il faut s'engager. Et le fondement de ça, alors, malheureusement, il est fragile. C'est la position existentialiste, on n'est pas comme on est, N-A-I-T, mais on est ce qu'on fait. Bon. Et on est ce qu'on subit si on ne se fait pas soi-même. Et donc, il n'y a pas d'essence. L'existence précède l'essence. L'essence, ce que je suis, moi, n'est pas de nature. Et bien souvent, c'est évidemment ce qu'on va appeler ensuite les circonstances, l'éducation, le milieu, blabla, l'environnement, qui le crée. Mais ça, c'est énorme. C'est un colossal pari. Et il y a là quelque chose de très beau, je trouve. Mais précisément très beau parce qu'il est, je dirais, valable sur les deux terrains. Je suis femme, mais je suis aussi solidaire de l'ensemble des soumis, des exploités, des subordonnés, des malheureux sur Terre. Et il y a peut-être mieux à faire que ce qu'on fait aujourd'hui. Là où ils se sont, à mon avis, complètement gourés, aussi bien l'un que l'autre. C'est pour ça que être femme, de ce point de vue-là, n'apporte visiblement pas de plus théorique. C'est qu'ils ont mis leur confiance dans un mot d'ordre qui était voué à l'échec. Il aurait été possible de suivre l'exemple du grand timonier de Mao Tse-tung, alors que, par définition, on ne peut pas supposer plus d'un instant que le socialisme soit possible dans un pays. Sur ce plan, Beauvoir s'est, à mon avis, trompé comme Sartre. Mais dans le deuxième siècle, vous pensez par exemple que la lutte des femmes était finalement une lutte mineure par rapport à la lutte des classes. Oui, là, vous avez changé d'avis. Complètement. Oui. Là-dessus, j'ai changé complètement d'avis. Parce que justement, je me suis rendu compte que la victoire d'une classe, l'anéantissement du capitalisme, ne supprimerait pas le patriarcat. Et qu'il fallait donc, et c'est, je crois d'ailleurs pour ça que se sont créés les mouvements féministes en France, peut-être aussi en partie en Amérique, mais enfin en France en tout cas, c'est parce que les femmes qui ont commencé à lutter vers 68 dans les groupuscules, dans les groupes de gauche extrémistes, etc., elles se sont rendues compte qu'elles étaient aussi subordonnées que dans des groupes différents, enfin, qu'elles étaient traitées de toute façon en inégales, qu'elles faisaient toutes les basses besognes. La force de l'âge, prologue. Je me suis lancée dans une imprudente aventure quand j'ai commencé à parler de moi. On commence, on n'en finit pas. Page 613. Au début de la guerre, on me rapporta avec approbation, chez Gallimard, un mot d'une belle jeune femme, mariée à un auteur de la maison. Que voulez-vous, avait-elle dit? La guerre ne modifie pas mes rapports avec un brin d'herbe. Je fus à la fois séduite et gênée par cette sérénité. Aussi naïve qu'un enfant qui croit à la verticale absolue, j'avais pensé que la vérité du monde était fixe. Quel malentendu! J'avais vécu non pas un fragment d'éternité, mais une période transitoire, l'avant-guerre. La terre me révélait une autre de ses faces. La violence était déchaînée, et l'injustice, la bêtise, le scandale, l'horreur. La victoire même n'allait pas renverser le temps et ressusciter un ordre provisoirement dérangé. Elle ouvrait une nouvelle époque, l'après-guerre. Aucun brin d'herbe,
dans aucun pré, ni sous aucun de mes regards, ne redeviendrait jamais ce qu'il avait été. L'éphémère était mon lot, et l'histoire charriait pêle-mêle, avec des moments glorieux, un énorme fatras de douleurs sans remède. Jusqu'en 1939, Sartre et Beauvoir ne furent préoccupés que de leur bonheur. Seule comptait leur œuvre à venir. Ils partagèrent l'obsession de devenir écrivains. Pendant la guerre, ils ne se sont pas engagés, comme s'ils étaient restés indifférents au monde autour d'eux. Prisonnier au début de la guerre, Sartre mit toute son énergie à monter une pièce de théâtre à l'intérieur du camp avec l'accord des autorités allemandes. Pendant l'occupation, Beauvoir passait ses journées en bibliothèque. Ce n'est qu'à la Libération que leur conscience devint politique. Dès lors, ils s'engagèrent, de plus en plus radicalement, comme pour oublier le grand rendez-vous manqué de 39-45. L'Algérie, le féminisme, Simone de Beauvoir fut une militante tardive, mais déterminée. La seule chose à la fois neuve et importante qui puisse m'arriver, c'est le malheur. Ou je verrai Sartre mort, ou je mourrai avant lui. C'est affreux de ne pas être là pour consoler quelqu'un de la peine qu'on lui fait en le quittant. C'est affreux qu'il vous abandonne et se taise. À moins de la plus improbable des chances, un de ces lots sera le mien. Parfois, je souhaite en finir vite afin d'abréger cette angoisse. Pourtant, je déteste autant qu'autrefois m'anéantir. Je pense avec mélancolie à tous les livres lus, aux endroits visités, au savoir amassé et qui ne sera plus. Toute la musique, toute la peinture, toute la culture, tant de lieux, toutes ces choses dont j'ai parlé, d'autres dont je n'ai rien dit, nulle part cela ne ressuscitera. Si du moins elle avait enrichi la terre, si elle avait engendré, quoi, une colline, une fusée? Mais non, rien n'aura eu lieu. Je revois la haie de noisetiers que le vent bousculait et les promesses dont j'affolais mon cœur quand je contemplais cette mine d'or à mes pieds, toute une vie à vivre. Elles ont été tenues. Cependant, tournant un regard incrédule vers cette crédule adolescente, je mesure avec stupeur à quel point j'ai été flouée. La force des choses, 1963. Il est intéressant de voir que ces mémoires se terminent, le 3e volume, dans La force des choses, se termine sur une phrase étrange, « J'ai été flouée ». Françoise Gaillard. J'ai été flouée, qu'est-ce à dire? Parce que si on relit ces mémoires, on s'aperçoit que cette vie a été non seulement très riche, très pleine, tout à fait passionnante, mêlée à tous les grands événements politiques, historiques, intellectuels du temps, toujours présente, toujours militante. On peut dire aussi qu'elle a vécu de grandes histoires d'amour. Eh bien, peut-être est-ce l'aveu d'une erreur. D'une erreur, l'erreur d'avoir cru d'abord qu'il fallait faire de la vie une œuvre, et donc d'avoir transféré la tension intellectuelle sur la vie elle-même. Et créative. Et la tension intellectuelle et créative, effectivement, sur la vie elle-même, que l'échec ne pouvait être que sûr, puisque toute vie bascule dans le néant. Et aussi peut-être, mais alors là c'est une pure supposition, l'aveu peut-être de l'erreur ou de l'échec de cette philosophie de la contingence, de cette philosophie qui prétendait accepter en toute lucidité le tragique du néant, la confrontation avec le néant, et qui essayait de se construire face et contre, face à et contre cette révélation. Et que finalement,
c'est la contingence qui aura raison d'elle, et que ce combat qui a été mené dans toute une existence pour la vaincre par l'affirmation de soi, par la coïncidence avec soi-même, par la réalisation de soi, par la possibilité de trouver le chemin de l'être et de l'être moral dans cette condition humaine, était une illusion. Je me demande si ce n'est pas ça aussi qu'elle veut nous dire. J'ai été flouée, c'est-à-dire au fond, moi qui ai toujours voulu la lucidité, je me suis menti. Je me suis menti philosophiquement et je me suis peut-être menti sur le véritable lieu de la créativité. Françoise de Bonne, vous avez été amie avec Simone de Beauvoir pendant très longtemps. Oui, pendant 25 ans. J'ai parlé avec Simone de Beauvoir de cette fin qui m'avait choqué, comme beaucoup de ses lectrices. Et nous avions eu d'ailleurs un entretien plus intéressant que jamais, parce que pour la première fois, elle me parlait d'une manière intime et elle m'a ouvert son cœur en me disant, quel que soit le sort que rencontre un être humain, obligatoirement, l'existence est un échec. La vie est un échec parce que nous sommes toujours, même pas les gens de l'élite comme on raconte, mais n'importe qui est en proie forcément à des rêves, à des intentions que la vie ne satisfera jamais. Donc l'échec, dans la vie la plus agréable, la plus réussie comme l'a été la mienne, l'échec est également inévitable. Et nous avons beaucoup parlé de cette question. Et je me souviens, entre autres, ce qui m'avait frappé, c'est qu'elle faisait une comparaison entre ce que la vie peut vous apporter et ce qu'elle vous retire. Et qu'elle me disait, quels que soient les succès, le bonheur qu'on puisse retirer de l'existence, c'est quelque chose de fini. Alors que la souffrance, elle, a quelque chose d'infini. La souffrance d'un déporté est quelque chose d'infini qu'on ne peut pas comparer à toutes les réussites et à toutes les joies que peut donner une existence réussie. Il faut replacer la phrase dans le contexte. Je dis, quand je compare ce qu'a été ma vie à ce que rêvait l'adolescente que j'étais à 15 ou 16 ans, bien que cette vie et rempli toutes les promesses que je me faisais à ce moment-là, eh bien, il y a, alors je crois que je cite les vers de Mallarmé, ce parfum de détresse que même sans déboire et sans regret laisse la cueillison d'un rêve au cœur qu'il accueilli, quelque chose comme ça. Eh bien, c'était ça que je voulais dire. Et je m'en suis expliqué d'une manière, on pourrait dire, alors plus philosophique, en citant aussi un texte de Sartre, je crois, d'en être le néant, c'est que l'avenir, quand on le rêve en tant qu'avenir, c'est quelque chose vers quoi on tend, c'est quelque chose qui est paré d'un tas de mirages. Et même si l'avenir s'accomplit exactement comme on l'avait rêvé, ça n'est plus le rêve, puisqu'il est la présence, il est là, il est limité à lui-même, il devient quelque chose de fini, alors que le désir et le rêve sont quelque chose d'infini. Dans le contexte, il y avait aussi une autre dimension, c'est que c'était au lendemain de la guerre d'Algérie que j'écrivais ça, ou même peut-être encore pendant, et que c'est une chose qui m'a beaucoup marqué, et qui m'a fait penser que, justement, la vie n'était pas du tout une belle histoire que j'étais en train de me raconter. Et les gens ont cru que je disais ça par rapport à la vieillesse, mais ce n'était pas vrai. Peut-être aussi ma conclusion était mal construite, parce qu'il aurait peut-être fallu mettre la vieillesse à l'autre moment, et puis parler ensuite, justement, du cours du monde, parce que c'est le cours du monde qui me trahissait, beaucoup plus que le cours du temps, que je prévoyais, malgré tout. Je n'étais pas assez stupide pour ne pas le prévoir. Donc il y a eu aussi ce malentendu, puis il y a eu certainement aussi une grande part de malveillance de la part de beaucoup de gens qui étaient justement trop contents, n'ayant pas mes idées, soit sur les questions religieuses, soit sur les questions féministes, soit sur n'importe quelle question, enfin, de dire que, eh bien voilà, quand on vivait comme je l'avais fait, je me retrouvais flouée. Oh, cette voix, elle est inoubliable. Une fois qu'on l'a entendue, on ne l'oublie plus jamais. Comme celle d'Édith Piaf, si j'ose dire. Eh bien, pour moi, c'est une grande émotion de l'entendre comme si elle était vivante alors qu'elle ne l'est plus. C'était une belle femme, Simone de Beauvoir. Oui, elle était très belle. Elle était très belle, avec un type de visage assez sculptural, un peu hautain même, qui rappelle certains bustes du XIXe siècle où les femmes essayaient de ressembler aux femmes de l'Antiquité. Eh bien, s'il y avait ce mélange un peu Antiquité grecque et XIXe siècle chez Beauvoir. Elle était très très belle à regarder. Et pourtant, elle se fichait complètement de sa tenue.
Oui, on dit souvent mal fagoté. Oh, mais quand elle voulait être élégante, c'est là que justement elle avait tort. Je trouvais qu'elle était parfaite quand elle était en petit tailleur strict ou en robe unie, elle était parfaite. Mais quand elle cherchait l'exotisme, qu'elle était toute heureuse d'avoir trouvé une mantille qu'elle se mettait avec un peigne dans les cheveux, on ne peut pas dire que c'était très heureux. Elle avait les yeux bleus ? Oui, elle avait les yeux bleus. Elle avait les yeux bleus, les pommettes hautes, et cette coiffure qui est célèbre de la tresse autour de la tête et que j'ai comparée au cercle de Saturne autour de sa planète. On aurait dit la Minerve casquée avec cette tresse qu'elle a gardée jusqu'à la fin de ses jours. Elle avait les cheveux gris-argent, et la tresse était devenue plus mince. Mais ce gris-argent s'harmonisait très bien avec le bleu de ses yeux. Puis nous avons fait connaissance un peu plus tard dans l'année, Olga. Parce que vous faisiez des dissertations qui étaient pas mal, mais vous n'ouvriez pas la bouche quand j'interrogeais mes élèves. Parce que j'étais timide et qu'en plus vous aviez une façon assez abrupte et peu amène de poser les questions. Je crois que j'étais en effet assez brutale avec mes élèves. Je sais quand j'ai rendu à Olga une dissertation une fois sur Kant, qu'elle avait bien réussi, j'ai dit à ma très grande surprise, la meilleure composition m'a été remise par mademoiselle Olga Kozakiewicz. Elle nous aimait pas. Et on le sentait. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, évidemment, j'ai eu des classes plus amusantes. Ben oui, mais on le sentait. On le sentait, c'est pas très agréable. Ce qui avait le plus prenant en elle, c'était certainement sa conversation. Quand on parlait avec elle, tous les mots qu'elle disait, on avait envie de les retenir. C'était peut-être le côté professeur, mais professeur brillant, professeur qui tient son auditoire sous le charme et qui inspire à ses élèves une passion. L'entretien avec Beauvoir était toujours inoubliable. Mais elle s'en tenait le plus possible aux idées générales et elle fuyait le plus possible les ouvertures sur la vie intime. Je crois que dans 25 ans d'amitié, elle ne m'a parlé vraiment intimement et avec émotion qu'une seule fois à propos de la mort de sa mère. Comme la mienne était déjà très âgée et que je la citais souvent en parlant avec elle en tant que femme qui avait été merveilleusement douée intellectuellement et qui n'avait pas pu se réaliser, et qui avait abordé la vieillesse avec infiniment de courage et de stoïcisme. Beauvoir aimait bien parler de ma mère. Et alors, quand elle m'a parlé de la mort de la sienne, elle m'a dit « Ne laissez jamais votre mère dans une clinique catholique ». Et en disant cela, elle était tellement émue qu'une larme a coulé de ses yeux. C'est la seule fois de ma vie où je l'ai vue s'ouvrir aussi profondément à moi. Maman dormait, couchée à plat sur le dos, cireuse, le nez pincé, la bouche ouverte. Ma sœur et une garde la veilleraient. Je suis rentrée chez moi, j'ai causé avec Sartre, nous avons écouté du Bartók. Soudain, à 11h du soir, crise de larmes qui dégénère presque en crise de nerfs. Stupeur. Quand mon père est mort, je n'ai pas versé un pleur. J'avais dit à ma sœur, pour maman ce sera pareil. Tous mes chagrins, jusqu'à cette nuit, je les avais compris. Même quand ils me submergeaient, je me reconnaissais en eux. Cette fois, mon désespoir échappait à mon contrôle. Quelqu'un d'autre que moi pleurait en moi. Je parlais à Sartre de la bouche de ma mère, telle que je l'avais vue le matin, et de tout ce que j'y déchiffrais. Une gloutonnerie refusée, une humilité presque servile, de l'espoir, de la détresse, une solitude, celle de sa mort, celle de sa vie, qui ne voulait pas s'avouer. Et ma propre bouche, m'a-t-il dit, ne m'obéissait plus. J'avais posé celle de maman sur mon visage, et j'en imitais malgré moi les mimiques. Toute sa personne, toute son existence y matérialisait, et la compassion me déchirait. Là aussi, peut-être qu'on pourrait retrouver dans ce souci de la mort quelque chose
qui a été la ligne continue de la réflexion philosophique de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. C'est vrai que tout l'existentialisme prend racine, Françoise Gaillard, dans l'évidence du néant. Et donc, dans l'idée qu'il n'y a pas d'après, qu'il n'y a rien qui vient justifier la vie, sinon elle-même. Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte de tragique de la mort. C'est véritablement la mort qui manifeste la contingence du monde, sa non-nécessité. Si vous voulez, on peut comprendre pourquoi il y a un tel intérêt porté à la mort. C'est dans le droit fil de ce qui a constitué sa réflexion depuis le début de son intérêt et de son travail dans l'existentialisme. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, tout cela ne tient plus. Il ne reste au fond à la fois qu'une fille au chevet de sa mère, avec toute la culpabilité qu'elle peut avoir à l'égard d'une mère qu'elle a pu critiquer, et puis aussi une espèce de terreur de sa propre mort, et une espèce d'inquiétude concernant le vieillissement contre lequel finalement la philosophie ne protège pas. Oui, le moment est arrivé de dire « jamais plus ». Ce n'est pas moi qui me détache de mes anciens bonheurs, ce sont eux qui se détachent de moi. Les chemins de montagne se refusent à mes pieds. Jamais plus je ne m'écroulerai, grisé de fatigue, dans l'odeur du foin. Jamais plus je ne glisserai solitaire sur la neige des matins. Jamais plus un homme. Maintenant, autant que mon corps, mon imagination en a pris son parti. Malgré tout, c'est étrange de n'être plus un corps. Il y a des moments où cette bizarrerie, par son caractère définitif, me glace le sang. Ce qui me navre, bien plus que ces privations, c'est de ne plus rencontrer en moi de désirs neufs. Ils se flétrissent avant de naître dans ce temps raréfié qui est désormais le mien. Jadis, les jours glissaient sans hâte, j'allais plus vite qu'eux, mes projets m'emportaient. Maintenant, les heures trop courtes me mènent à bride abattue vers ma tombe. Je parlerai presque à son sujet, mais ça peut d'une sorte de rhétorique de la transparence. Et c'est là où je dirais que ça correspond à son projet moral. Je crois que ce qui caractérise Simone de Beauvoir, même chez ceux qui ne l'aiment pas, cette espèce de rigidité parfois un peu institutrice, eh bien je crois que cette rigidité trouve sa racine dans un projet moral et philosophique, ce besoin d'authenticité, cette exigence de lucidité, la haine de la mauvaise foi, de la complaisance à soi-même, de ce qui consiste de se raconter des histoires. En même temps, elle n'est pas dupe d'elle-même, parce que quand elle parle de la recherche de l'authenticité et de la sincérité à tout prix, elle parle aussi du mensonge qui se glisse obligatoirement dans cette recherche. Donc elle est bien consciente que la transparence absolue ne peut pas exister. Tout à fait, tout à fait. Elle en a parfaitement conscience. Elle sait très bien que c'est impossible et certainement pas au plan existentiel. Mais il me semble que ça détermine en tout cas cette écriture qui, elle, n'essaie pas de se masquer derrière ce que j'appellerais de la fêterie littéraire. Si vous voulez, il y a la volonté de renoncer à la métaphore, au lyrisme, au pittoresque, à des pirouettes littéraires. Donc elle n'est pas dupe en ce qui concerne la conduite individuelle, elle sait que l'on s'arrange avec ces petits mensonges, mais elle essaie au moins dans son écriture de retrouver cette transparence. Mais alors, je dis bien dans son écriture, parce qu'il ne faudrait pas imaginer que ces romans sont d'une totale platitude. En fait, non, il y a de la complexité dans ces romans. Cette complexité, il me semble qu'on la trouve dans la structure romanesque elle-même. Elle a, je crois, extrêmement intelligemment su rendre compte de l'ambiguïté, de l'ambivalence, de la complication des situations humaines, surtout à certains moments de l'histoire.
Qu'est-ce qu'on peut dire de l'écriture? Est-ce qu'il existe une écriture beauvoirienne? Oui, je pense qu'il existe une écriture de Simone de Beauvoir. Et peut-être, là aussi, je dirais que c'est ce style de Simone de Beauvoir qui a contribué à une relative éclipse de ses textes. Pourquoi? Parce que la prose de Simone de Beauvoir est une prose, me semble-t-il, extrêmement classique. Il n'est que de lire d'ailleurs ses romans ou son autobiographie pour s'en convaincre, qui ne procède à aucune déconstruction, par exemple, de la narration traditionnelle, comme c'était à la mode dans les milieux intellectuels et littéraires des années 50 et des années 60. Il faut quand même penser que quand elle a le prix Goncourt pour Les Mandarins, eh bien, c'est vraiment le début du nouveau roman. Plus exactement, c'est la grande bagarre menée pour le nouveau roman. Puis les années 60 vont voir confirmer cette écriture avant-gardiste qui va créer finalement un style tout à fait nouveau et qui va peut-être avoir tendance à reléguer une écriture infiniment plus traditionnelle. Comment se fait-il que Simone de Beauvoir n'ait pas été sensible précisément à toute la remise en question de la forme romanesque? Eh bien, alors là, c'est peut-être parce que justement, elle est prise, je dirais, entre l'enclume et le marteau. Il ne s'agit pas de roman à thèse, mais en même temps, il s'agit d'utiliser le roman pour dire quelque chose, pour faire passer finalement un message. Ce message, au fond, c'est comment exister, comment exister en tant qu'être moral dans un monde dont il convient de restituer la complexité. Elle ne détient pas la solution. Elle ne détient la solution ni pour elle-même, ni pour ses personnages. Vous voyez pourquoi le formalisme, le travail sur la forme, ne se serait pas prêté à cette volonté de rendre ses personnages, son lecteur et elle-même libres, c'est-à-dire capables de choisir ou de trouver leur liberté dans la complexité réelle des choses. Claudine Monteil, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans l'œuvre de Simone de Beauvoir? Est-ce qu'on peut parler d'œuvre? Je pense que c'est un mot qu'on doit utiliser, parce qu'il y a vraiment une œuvre. C'est rare quand même un écrivain qui à la fois écrit des mémoires qui sont passionnantes et qui représentent 50 ans à 70 ans d'histoire de France, mais aussi des œuvres philosophiques comme Le Deuxième Sexe, et à mon avis, il y a un autre chef-d'œuvre dans l'œuvre de Simone de Beauvoir qui est La Vieillesse, qui est cet ouvrage qu'elle a publié précisément au moment où nous l'avons rencontré dans les années 70, au moment du mouvement des femmes. La Vieillesse, qui à mon avis est un ouvrage aussi important que Le Deuxième Sexe. Pourquoi? Parce que c'est le seul ouvrage qui montre, à partir, depuis les origines de l'humanité, comment les sociétés sur la Terre ont appréhendé la vieillesse, traiter les vieillards, et comment la manière dont on traite les adultes et les adolescents dans une société peut expliquer la manière dont on traitera les vieillards plus tard. Et c'est elle qui, la première, s'est élevée contre ce que l'on appelle vulgairement les mouroirs. C'est-à-dire que dans les années 70, elle a pris une équipe de télévision étrangère et elle s'est rendue par surprise dans un hospice pour vieillards près de Nanterre. Elle est entrée par surprise et elle a filmé et elle a dit ensuite « Voyez comment on traite nos vieillards, c'est indigne d'une société démocratique ». J'ai l'impression que les femmes, d'après le film, et puis d'après mon expérience aussi, gardent plus le goût de la vie que les hommes. Finalement, les hommes qui parlent, ils sont plutôt désespérés dans votre film. Et ceux que j'avais vus à La Rochefoucauld étaient entièrement désespérés. Ils restaient assis des journées entières sur une chaise au bord de leur lit, puis se remettaient dans le lit, puis ressortaient du lit pour se mettre sur une chaise. Et si on leur proposait quelque chose, comme une excursion, quelque chose comme ça, en général, les femmes, à la rigueur, ça leur disait encore quelque chose d'y aller, mais les hommes, absolument pas.
Ça, précisément, il y a un dépérissement du goût de la vie chez les vieillards que j'ai constaté dans mes enquêtes et que je trouve tout de même très marquant dans votre film, à part quelques surtout les femmes. Celle qui dit quand même c'est bien de pouvoir taper un petit coup de rouge, etc. Mais dans l'ensemble, ils sont très inertes tout de même. Je suis philosophe et le travail de Beauvoir, qui fait appel à toutes les disciplines possibles pour comprendre un problème, et donc qui sort du cadre très strict de la philosophie et de la métaphysique, c'est une façon de procéder qui est la nôtre, en général, à nous tous aujourd'hui. Elisabeth Badinter. Donc, je pense que c'est une des premières à procéder comme ça, en allant chercher partout où c'est possible, dans toutes les disciplines possibles, des matériaux pour penser. En ce sens, c'est de la psychanalyse, l'anthropologie, tout. Aujourd'hui, elle prendrait de la démographie, de la sociologie, de l'histoire de la littérature, tout ça. Elle se sert de tout. Pour vous, c'est le livre le plus important de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe? Pour moi, oui. En tant que féministe, oui, bien que je pourrais être extrêmement critique sur le développement de sa pensée et les limites de cette pensée, peut-être les erreurs de cette pensée. Oui, le deuxième sexe me semble essentiel parce que, à mes yeux, elle inaugure, Beauvoir, ce qui, pour moi, est la plus grande révolution du XXe siècle. Ce n'est pas les révolutions politiques qui seront toutes échouées. Ce n'est pas les grands mouvements qui ont bouleversé les pays, stalinisme, communisme, fascisme, nazisme. On s'en souviendra comme d'horreur, mais ça n'est pas ça l'essentiel. Le XXe siècle est le siècle de la plus grande révolution, parce que c'est une révolution globale, en profondeur, psychologique, sociale, économique, c'est-à-dire le siècle de la révolution des femmes, qui s'est fait doucement, sans faire de mort, comme les autres révolutions, mais qui se fait en profondeur. Et elle est quelque part une des origines de ce mouvement considérable. Elle est un peu notre mère à toutes, quoi. Une vie, une œuvre, Simone de Beauvoir pour une morale de la sincérité. Une émission de Marion Thibat réalisée par Jean-Claude Loiseau, avec Elisabeth Badinter, Françoise Gaillard, Josiane Serre, Claudine Monteil, auteure de Simone de Beauvoir, Le mouvement des femmes, édition du Rocher, Marc Sautet, auteur de Les femmes, de leur émancipation, édition Jean-Claude Lattès, et Françoise Daubonne, auteur de Une femme nommée Castor, mon amie Simone de Beauvoir, édition Ancre. Texte lu par Dominique Sanda, prise de son et mixage, Pascal Bénard, Simone Ronget, Claude Niort, Sébastien Huel, documentation INA, Françoise Maty.